Charlotte, tu m'avais fait une remarque un jour à propos de la formation en phonétique corrective. Tu m'avais dit, voilà, quand on forme des étudiants ou des personnes qui vont devoir pratiquer la correction phonétique, ces gens-là ont en face un groupe composé de 5, 6 ou 7 élèves. Mais attention, ça ne reflète absolument pas la vraie vie, parce que dans une classe réelle, on n'a jamais 5, 6 ou 7 élèves. Alors, petite remarque limitative par rapport à cette remarque très juste. D'abord, quand on fait de la formation de formateurs, ce que nous faisons quand nous avons affaire à des étudiants de niveau master dans une université française, ou lorsque nous sommes invités dans un quelconque organisme de formation à former les professeurs de ce centre, notre mission, c'est d'abord de permettre à ces formés de comprendre l'esprit de la correction phonétique, de découvrir l'éventail des procédures de correction, de saisir le pourquoi de chacune de ces procédures, de se rendre compte également des rapports qu'il y a entre la correction des segments, voyelles et consonnes, et des éléments suprasegmentaux, rythme et intonation. Ça, déjà, ça demande du temps. Ça n'est pas forcément évident à saisir, mais pour être crédible dans le cadre de ce genre de formation, il faut que le formateur ait la possibilité de faire des démonstrations in vivo. Donc l'idée, c'est effectivement que la structure invitante mette à disposition quelques étudiants étrangers, si possible de différentes nationalités, si possible dépositaires d'un accent absolument ignoble, c'est plus intéressant pour la démo, et effectivement, il faut avoir quelques étudiants, 6, 7, 8, pas davantage. Pourquoi cela? Ben parce que chacun des cobayes, puisqu'on les appelle comme ça, chacun des cobayes passe plusieurs fois, ça dure une quarantaine de minutes, et à la fin, tout le monde est content. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, dans la vraie vie, le prof de FLE ou d'une autre langue étrangère a dans sa classe naturellement davantage d'étudiants. Alors toi, comment tu vois ça quand on est non plus dans l'univers de la formation, mais dans l'univers, dans le contexte écologique d'un enseignant de français langue étrangère? Alors je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a d'abord cette étape où il faut acquérir des techniques, que c'est pas forcément évident de comprendre comment il faut corriger, et que travailler dans un premier temps avec un petit nombre d'étudiants, c'est pertinent et complètement nécessaire. Après, la différence, c'est d'une part le nombre d'étudiants qui seront amenés à avoir quand ils utiliseront la technique en classe, mais c'est plus que ça, ça va être tout ce qui... Quand on fait de la correction phonétique en formation, c'est quelque chose qui est un peu satellitaire et qui... c'est un peu hors du temps. On peut faire une espèce de petite bulle de 40 minutes où on travaille que l'oral, on fait que de la correction phonétique avec 5 étudiants très très volontaires. C'est super, mais quand on veut ensuite appliquer ça dans la vraie vie, avec une vraie classe, avec toutes les contraintes de programme, d'évaluation, on se retrouve un peu perdu parce que c'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'enseigner la correction phonétique à des étudiants, comment on met en place une évaluation quand on est en correction phonétique, comment on met en place une progression qui n'est pour le moment, je trouve que c'est pas assez abordé dans la formation de formateurs, même si ça arrive dans un deuxième temps. Je pense que ça mériterait d'être creusé, parce que l'enseignant, il va ensuite être obligé de se poser ces questions-là, mais il n'a pas forcément les outils pour y répondre. Il a des outils pour corriger, mais soit il a éventuellement un cours qui correspond exactement à ce qu'il a vu pendant sa formation, souvent sous une forme d'atelier de correction phonétique, et c'est super, soit il n'a pas ce format-là, et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il peut mettre en place un cours de correction phonétique de 2 heures ou pas? Parce que souvent, par exemple, à l'université, c'est des créneaux de 2 heures.
Donc comment on applique ces techniques qu'on a vues sur 40 minutes à un créneau de 2 heures? Ou alors est-ce qu'il utilisera la phonétique ponctuellement, mais dans ce cas, quelle va être l'efficacité de ces corrections? Donc c'est plus de prolonger la réflexion de la formation de formateur en se disant on donne des techniques, c'est super, maintenant aussi on réfléchit ensemble à comment on les applique dans un vrai quotidien avec les vraies contraintes de l'université ou de l'école de langue dans laquelle on va intervenir. Tout à fait d'accord. Je pense que là, ça pose immédiatement la question de la fréquence des cours et la question de la durée des cours. Supposons par exemple qu'un enseignant intervienne en intensif, je dis bien en intensif, avec le même groupe. Intensif, c'est par exemple 3 heures par jour, 5 jours sur 7, ce qui fait donc 15 heures par semaine. Ce qu'il y a d'intéressant pour le succès de la correction phonétique, c'est que la correction phonétique doit être administrée de façon très régulière. Il ne faut pas vraiment la faire au coup par coup. Et si on a par exemple un cours en intensif 15 heures par semaine, avec donc tous les matins pratique du français, comment tu t'y prendrais toi pour faire la séance de correction phonétique? Pardon, ou alors comment tu t'y prendrais pour intégrer la correction phonétique à ce programme? Alors c'est une bonne question, mais c'est pas facile d'y répondre parce qu'il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte. Déjà le groupe, le niveau du groupe va aussi déterminer ce qu'on peut mettre en place avec ce groupe-là. Le fait que ce soit un groupe hétérogène ou pas, pour le coup, je pense que c'est pas vraiment la question ou le problème, mais c'est plutôt leur niveau. Les attentes aussi de cette formation, parce qu'il ne faut pas oublier que ce groupe si on reprend ton exemple, c'est des gens qui ont ces 15 heures par semaine, qui ont un objectif. Donc souvent, c'est un objectif de passer d'un niveau A1 à un niveau A2 ou B1, B2. Donc il y a un objectif de niveau et ce niveau, le niveau le plus souvent visé, c'est le niveau B2, puisqu'il permet ensuite d'être recruté, d'intégrer des masters ou des choses comme ça à l'université. Ce niveau B2, il est obtenu par la moyenne de toutes les compétences. Donc on ne peut pas cibler que l'oral parce qu'il faut progresser dans tous les domaines. Ce que j'ai mis en place avec mes collègues, Cécile Bérichel, Sébastien Palouchi, Marina D'Acosta, dans mon département à l'université, c'est de travailler la correction phonétique, de prévoir peut-être 1 heure. Donc nous, c'est des cours ils ont 16 heures de cours par semaine, et donc toutes les matières, et on essaie de faire 1 à 2 heures de correction phonétique à proprement parler, 1 heure vraiment de correction phonétique et 1 heure de phonétique plus avec des notions un peu théoriques. On pourra discuter de pourquoi cette approche-là. Et ensuite, ma collègue, notamment Cécile Bérichel, elle réutilise ce qu'on a abordé en phonétique dans ses cours de grammaire. Elle fait un lien entre parce que la phonétique, il y a des différences phonétiques qui vont jouer un rôle fondamental dans la perception des temps, puisque reconnaître telle ou telle voyelle, ça permet d'employer le présent, le passé composé. Donc elle réutilise la phonétique à ce moment-là. Donc en fait, sur 15-16 heures par semaine, ils ont 2 heures, voire 3 heures de phonétique, 2 heures de phonétique en cours et 1 heure dans un autre cours où on réexploite la correction phonétique. Donc si je résume bien, si je comprends bien, c'est en gros 3 heures semaine. Oui. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Ma question, penses-tu que ce soit suffisant pour développer une véritable compétence phonétique, sachant encore une fois que ces gens-là bénéficient de 15 heures semaine pendant, mettons, un trimestre? C'est compliqué. La question est une question piège, oui, bien entendu. On est d'accord. Je ne m'attendais pas à moins. Là aussi, il n'y a pas de vraie réponse, parce que pour certains étudiants, oui,
parce qu'ils vont saisir ce qu'on leur donne, travailler en autonomie et progresser à une vitesse folle. Pour d'autres étudiants, clairement, ce ne sera pas assez. Et encore une fois, j'en reviens à la question du niveau de départ des étudiants. Parce que le cours dont je parlais, qu'on a mis en place, c'est sur l'année 2 du DEF, là, et c'est un niveau A2, A2B1. Oui, donc c'est pas un niveau débutant complet. Et donc on est plus sur un travail de phonétique en lien avec l'écrit. Par contre, si on travaille avec des débutants complets, probablement que là, il y a besoin de plus de temps de phonétique pour pouvoir mettre en place de bonnes bases. Mais c'est pas... Enfin, il y a ce qu'on voudrait et puis après, il y a ce qu'on peut faire. Parce que si on commence à dire, même aux étudiants eux-mêmes, on va faire 2 heures de phonétique ou 1 heure de phonétique tous les jours sur vos 3 heures de cours, où on va corriger votre prononciation, faire beaucoup d'oral, limite, même idéalement, ne pas prendre de notes. C'est pas dit que les étudiants soient tous convaincus et soient tous partants pour ce genre d'exercice. Parce que eux, ils veulent, si on était sur l'exemple du B2 ou du peu importe le niveau, mais ils ont un niveau visé et ils savent qu'à ce niveau, il n'y aura pas que de l'oral. Donc si on commence à leur dire, attendez, on va d'abord travailler que l'oral et après vous allez voir, tout le reste viendra plus facilement, il faut le faire entendre aux étudiants. J'ai vraiment l'impression que la phonétique, mais comme toutes les autres matières, c'est vraiment une co-construction avec le groupe dans lequel on est. Donc il n'y a pas de schéma type, il y a comment on construit avec nos étudiants en fonction de leurs objectifs, en fonction de leur motivation, le cours de phonétique ou autre, mais pour ce qui nous concerne la phonétique, comment on l'intègre, c'est en fonction de qui on a en face de nous. Je suis assez d'accord, j'ai souri quand tu as dit la phonétique, j'ai l'impression que c'est une co-construction, on a l'impression que tu cites ton petit CECRL, voilà, non, ça c'est bon, encore une fois. Non, mais je suis d'accord avec toi. Par contre, j'aurais envie de dire, mais là tu connais mon credo, si vous avez la chance d'avoir un groupe, 15 heures par semaine, c'est quand même fabuleux, ça existe pratiquement plus ces trucs-là, mais si vous avez un groupe 15 heures par semaine, sachant que la phonétique fait vraiment partie d'un travail qui doit être mené avec régularité, pourquoi ne pas faire une 20aine de minutes, pas davantage, chaque jour, donc de travail sur la prononciation, en ayant bien entendu repéré les difficultés de un tel, en ayant également trouvé le procédé de correction qui marche bien pour tel étudiant, par exemple pour mettre en place le U, un tel sera sensible à une intonation montante, alors que le voisin c'est plutôt la prononciation nuancée qui marchera le mieux. Donc dès qu'on a ces raccourcis pédagogiques, on y va à toute vitesse, et pendant 20 minutes, mais pas davantage, être un véritable facho, c'est-à-dire ne rien laisser passer, appuyer là où ça fait mal pour chaque étudiant, bref, travailler un peu, sensibiliser son écoute, et le reste de la séance, donc les 2 heures, ou là, 3 heures, bon, 20 minutes, ça fait combien, Charlotte? Donc ça fait les 2h40, c'est ça, non, qui restent? Ouais, les 2h40 qui restent, bon, effectivement, on les laisse vivre, sauf peut-être pour certains élèves qui ont la demande, monsieur, est-ce que vous pourriez continuer à me corriger de temps en temps, s'il vous plaît? Et là, on intervient. Mais il me semble, encore une fois, c'est objet de la discussion, que cette espèce de régularité un peu imposée, le phonéticien didacticien a une main de velours dans un gant de fer. C'est pas l'inverse. C'est l'inverse, mais je préfère le dire comme ça, parce que ça correspond davantage. C'est une technique un peu violente. Voilà, la conception démocratique de l'apprentissage. Non, mais le faire de cette façon, me semble-t-il, serait davantage rentabiliser la formation. Ça, c'est dans le cadre d'un enseignement en intensif. Supposons un cas de figure, par contre, qui est beaucoup plus fréquent, style les élèves voient le prof de langue, 2 fois ou 3 fois par semaine, déjà 3 fois par semaine c'est un luxe, et à chaque fois ils ont une séance soit de 1 heure, soit de 1h30. Là, je pense qu'on correspond à pas mal de choses qui se passent dans beaucoup d'organismes de formation. Charlotte, toi qui es quand même une
phonéticienne et praticienne de haut vol, comment organiserais-tu tes séances de correction phonétique dans ces cas-là? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur ce dont tu as parlé, de ton idée de faire 20 minutes, de créer un petit rituel de 20 minutes de correction phonétique. Je trouve ça, c'est vrai que c'est dans l'idéal, je trouve ça super intéressant de mettre en place quelque chose de régulier. Par contre, je suis plus nuancée sur ton idée de correction personnalisée ou individualisée, parce que bien sûr, si j'ai 10 étudiants, ce sera un plaisir. Mais si j'ai 35 étudiants, Michel, comment je fais ma correction individualisée en ciblant l'erreur d'un tel, rien qu'en faisant ça, j'en ai pour 1h30 si je veux passer tout le monde. Donc peut-être qu'une autre façon de faire, ce serait, en gardant ton idée de rituel, mais c'est démarrer de déjà mettre en place la prosodie finalement. Si on arrive à faire... Parce que ça va concerner tout le monde. Tout à fait. Donc peut-être qu'on peut sortir de l'individualisé pour démarrer sur quelque chose qui concerne tout le groupe. Avec la prosodie, on peut l'aborder avec des chansons, on peut l'aborder avec des répétitions ou des jeux de rôle, les mettre par petits groupes. Et ça peut... tout en gardant ton idée que je trouve très bien, hein, de ritualiser quelque chose, on démarre par ça tous les matins. Mais je pense qu'il faut sortir de cette idée que la correction phonétique doit être seulement individualisée, parce que c'est malheureusement pas ce qu'on peut faire en cours, enfin en tout cas pas toujours. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne peut pas faire une correction individualisée, on ne peut rien faire non plus et on n'arrive pas à faire des trucs super. En travaillant sur le rythme, nous c'est ce qu'on fait en année 2, on démarre avec la place de l'accent, ensuite le rythme, ensuite l'intonation, ça nous fait un semestre et ça nous permet de mettre en place des trucs super intéressants, déjà rien que ça, segmenter la parole, c'est très compliqué quand on n'est pas natif. Absolument. Donc, et on peut le faire même si c'est pas individualisé et ça marche bien. Non, mais là je te rejoins totalement, d'autant plus qu'on peut proposer un mix finalement, c'est-à-dire que selon le groupe, selon les individualités qu'il y a dans le groupe, selon les attentes du groupe, on peut effectivement alterner le collectif, l'individuel. Il y a des étudiants peut-être qui ne sont pas véritablement demandeurs, qui n'aiment pas trop être sous les feux des projecteurs et qui se sentiront davantage à l'aise dans l'anonymat d'une répétition collective. D'autres au contraire qui sont vraiment demandeurs, qui veulent améliorer et qui aiment bien être pris en charge. Donc encore une fois, ça se gère en fonction de chaque groupe. Tout à fait. Est-ce que tu penses, quelque part tu as donné une réponse, mais est-ce que tu penses qu'il est assez facile, quand on a installé un petit rituel, de dériver assez rapidement vers des activités telles que la dramatisation, le jeu de rôle, qui permettent beaucoup plus d'autonomie de la part de l'apprenant par rapport aux exercices strictement de contrôle que l'on fait quand on agit sur la perception tactile de l'apprenant? Oui, et en plus ça permet aussi justement de faire ce petit temps de préparation des jeux de rôle, ça permet de passer, voir de manière individualisée chaque étudiant, et du coup là, pour ceux qui seraient un peu gênés d'être corrigés face à tout le monde, on peut les corriger en petits groupes, et ça marche super bien. Et la dramatisation, ça libère aussi quelque chose de vraiment très important. Souvent dans mes cours d'expression orale, je demande au premier cours que les étudiants présentent leurs voisins, jusque-là assez classique, sans parler. Qui récupèrent le plus d'informations possible sur la personne à côté d'eux, sans échanger un seul mot. Au début, les étudiants, sincèrement, ils me regardent horrifiés. Je pense mi-horrifiée, elle est complètement folle. Et puis à la fin, finalement, en 5 minutes, ils arrivent à avoir énormément d'informations par les gestes sur la personne à côté d'eux. Et donc après, ils présentent la personne à l'oral et l'autre personne complète en fonction de ce qu'ils n'ont pas compris. Mais déjà pour les faire rentrer dans le bain, que la parole, c'est un tout. Et que certes, on va travailler la correction phonétique, on va travailler la prononciation, mais déjà, ils peuvent, quand ils ne sont pas compris ou qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent aussi compenser énormément de choses par les gestes, et que même s'ils n'en ont pas conscience, communiquer c'est aussi par la gestuelle, donc ça les fait rentrer dans ça, et ça pose dès le premier cours une super ambiance en fait, en général, parce que ils se marrent
Mais au début, ils savent pas comment faire l'exercice, ils n'ont pas l'habitude de communiquer par geste. Donc ça les sort de je sais pas parler parce que j'ai pas une bonne prononciation. Comment on fait pour communiquer? Vous n'avez pas la parole, comment vous faites? Et donc ça met en place un climat vraiment de confiance, et je trouve qu'après, une fois qu'on a posé ce climat-là, on peut toujours demander. Les étudiants sont plus libres entre eux aussi, parce qu'ils ont ri ensemble, ils se sont trompés, ils ont compris qu'un tel avait pas d'enfant alors qu'elle en a 4. Et ça... Après, c'est beaucoup plus simple de leur demander des choses qui peuvent les mettre un peu mal à l'aise, comme de corriger une prononciation, parce que finalement, ils ont dépassé ça dès la première séance. Ça me fait penser un peu à ce par quoi vous démarrez toujours en formation, c'est cette leçon 0 en fait. Et c'est cette leçon 0 qui va... Explique ce qu'est la leçon 0. Oui, alors la leçon 0, tu vas compléter et corriger, hein, c'est cette idée de... on pose comment, on va expliquer comment on va faire la correction phonétique, parce que parfois la correction phonétique ça implique des gestes qui ne sont pas habituels en cours, des corrections un peu particulières. Donc on pose comme une sorte de contrat avec les étudiants de comment va se passer la classe. Et je trouve que cette leçon 0 elle est hyper importante, et ce petit exercice surprésenté par les gestes, ça rentre tout à fait dans ça, où on désacralise un peu la matière, et on revient à finalement la correction phonétique ça sert à quoi? Ça sert à mieux communiquer, pas à avoir la prononciation parfaite. Et donc on enlève ce stress là et on repart à la base de ok, on va tous travailler ensemble pour vous aider à mieux communiquer. Question, quand tu demandes à des gens de communiquer entre eux par les gestes, les mimiques, et en n'utilisant pas la parole, est-ce que cela peut poser problème à certaines cultures qui justement ne sont pas trop habituées à s'exprimer corporellement? Alors, il y a des ricanements, donc je pense qu'il y a pour certains plus de gêne que pour d'autres. Mais personne n'a jamais refusé de faire l'exercice, parce que j'essaie aussi de leur laisser cette possibilité-là. Vraiment, si ça les met très mal à l'aise, ils discutent ils échangent avec leurs collègues, mais ils ne sont pas obligés de le présenter à la classe. Donc il y a quand même une porte de sortie pour ceux que ça mettrait très mal à l'aise. Mais jusqu'à présent, ou alors ils ne l'ont pas montré, mais j'ai... Passer la gêne des 2 premières minutes, finalement, parce que là aussi, quand on donne un exercice comme ça, il n'y a pas celui qui est bon, qui prononce bien, et celui qui prononce pas bien. Tout d'un coup, ils sont tous à égalité. Donc je trouve que c'est une bonne manière de démarrer un cours sur... Finalement, parce qu'on parle de correction phonétique, mais finalement, on est là pour grâce à la phonétique, les rendre à l'aise quand ils communiquent. Donc c'est bien de revenir à cette idée que la base, c'était quand même la communication. J'ai aussi une question à te poser. Quand tu as tes élèves au DEF, tu as forcément des groupes multiculturels, donc tu as des gens en provenance de pas mal de pays. Considères-tu que la correction phonétique peut être une source de gêne, c'est-à-dire est-il plus facile de travailler avec un groupe monoculturel, ils ont exactement les mêmes erreurs, pas de problème, on utilise la même façon de corriger, et théoriquement tout le monde entend la même chose, je mets de gros guillemets quand je dis ça, ou bien quand on a un groupe multiculturel, est-ce que le fait par exemple de corriger un Iranien qui prononce de cette façon, ça peut gêner un Anglais, ou ça peut gêner un Allemand, parce qu'on leur met dans l'oreille des choses qui théoriquement ne correspondent pas à ce qu'ils sont censés entendre? Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Oui, je pense que là aussi, j'ai pas forcément de réponse tranchée sur ça. Je pense que ça dépend encore une fois de ce qu'on travaille. Si on travaille la prosodie, je trouve que c'est au contraire très enrichissant d'avoir des groupes hétérogènes. Je sais que dans mon groupe, j'ai aussi bien des hispanophones que des coréens, que des japonais, que des bulgares et des anglophones. Et quand on a travaillé sur les modalités de phrase avec l'intonation, c'était finalement très intéressant, parce que le bulgare, il n'y arrivait pas du tout. Et du coup, ça a été les autres, en fait, ils l'ont aidé. Parce que donc il y a une espèce de solidarité
entre les différentes nationalités, certes, c'est pas les mêmes erreurs, mais finalement, les autres, j'ai pas l'impression que ça crée des erreurs chez eux, mais plutôt que ça les aide à discriminer mieux, en fait, d'entendre les erreurs des autres. Et je trouvais ça super intéressant de voir les autres étudiants essayer de proposer des stratégies à l'étudiant bulgare pour qu'il arrive à saisir l'intonation montante d'une question, puisque lui, typiquement, il descendait à chaque fois. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors ça a été fait, ce qui répondra un petit peu à ta question sur des cours de 2 heures, comment on fait. Moi, je me suis retrouvée cette année, c'était pas mon choix, dans une classe, une salle informatique pour faire des cours de correction phonétique. Alors je t'avoue, ouais, au début j'étais vraiment paniquée parce que je me suis dit c'est pas du tout la configuration que je souhaite. Et après coup, j'ai pensé que peut-être j'allais le transformer en atout et que finalement j'allais trouver un moment dans ma séance de 2 heures où j'allais diviser la classe en 2 et finalement retomber sur des petits groupes de 10. Donc c'est une classe où il y a une vingtaine d'étudiants, donc c'est 25 maximum. Et donc il y a un moment dans la séance où il y a pendant une demi-heure la moitié des étudiants qui travaillent en autonomie sur l'ordinateur. Donc j'ai trouvé des exercices sur TV5 Monde, il y a pas mal d'exercices de l'université de Lyon aussi qui sont disponibles en ligne, en autonomie, avec des corrections. Et les autres, on travaille un point précis en répétition et en correction plus individualisée. Et ensuite, on échange. Mais ça, c'est parce que j'ai cette salle informatique, finalement, où je peux les travailler de 2 manières différentes. Et là, on peut faire quelque chose de super intéressant et super précis, même avec des nationalités très différentes. Alors, je cible quand même des choses qui, potentiellement, concernent toutes les nationalités. Donc, le rythme, l'intonation, on y passe moins de temps, mais déjà, accent et rythme, ça va concerner tout le monde. Ensuite, quand on passe au phonème, on va faire les voyelles composées, on va faire les nasales et souvent le R. Et déjà, quand on a mis ça en place, on est pas mal, on est quasiment à la fin du semestre. Donc c'est sûr que si l'erreur arrive ponctuellement d'un étudiant, je la corrige, mais dans ce que j'ai préparé dans ma progression, j'ai quand même ciblé des sons problématiques pour tout le monde. J'ai ciblé le U, le problème ne sera pas le même avec l'arabophone et l'hispanophone, évidemment, mais j'ai quand même ciblé des sons avant tout qui vont poser problème à tout le monde. Pour aussi pas perdre les étudiants dans une dynamique où ils auraient l'impression que ça ne les concerne pas du tout. Donc il y a toujours un équilibre à trouver. Il faut à la fois, avec un groupe hétérogène, il faut quand même que tous les étudiants soient présents. Donc il faut quand même les concerner globalement tous. Mais c'est pas dramatique si des choses comme la modalité ne concernent pas tout le monde, parce que ça peut aussi être l'occasion de mettre en place des stratégies intéressantes où au final aider l'autre est aussi une façon de progresser. Tout à fait. Et tu as également touché du doigt quelque chose d'intéressant. Quand tu fais ce fameux rituel dont on parlait tout à l'heure de correction phonétique, style 20 minutes par jour par exemple, il peut arriver, c'est rarissimement rare, mais il peut arriver qu'un étudiant ne veuille pas. Pour telle ou telle raison, la phonétique, c'est pas son truc, etc. En tant que prof, si l'étudiant refuse de faire de la phonétique, tu n'as pas à le condamner, tu n'as pas à lui mettre une mauvaise note, etc. C'est tout à fait son droit de ne pas vouloir s'exposer, quelles qu'en soient les raisons, qu'il te les dise ou qu'il ne te les dise pas. Et le fait de dire à l'étudiant, bon, mais d'accord, tu ne veux pas faire de la phonétique, mais en attendant, je te demande de t'adonner à une autre activité, c'est effectivement une bonne chose à faire parce que l'étudiant ne perd pas son temps, simplement pendant que toi, en tant qu'enseignant, tu travailles avec ton groupe et tu travailles en phonétique, 1 ou 2 autres étudiants font quelque chose d'autre, mais ils ne sont pas en train de dormir, par exemple, dans le fond de la classe. Donc ça, c'est effectivement une très bonne idée.